Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Radio Grand Lac, une émission où l'on cherche à créer de la valeur pour nos clients et nos auditeurs et auditrices investisseurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Frédéric May, greffier du tribunal de commerce associé à Chambéry. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets et comme vous le savez, cette émission elle a vocation à parler des investissements financiers. Mais pour réaliser des bons investissements, eh bien, il y a vocation à savoir ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité. Et avant de considérer le monde, on va déjà considérer notre région, notre département, voire même notre ville. Alors Frédéric, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, quel est le lien entre le greffier du tribunal de commerce et la santé économique d'une région ? En gros, qu'est-ce que c'est ton métier, Frédéric ? Eh bien, écoute Fabien, en fait, le greffier du tribunal de commerce, est bien sûr l'assistant des juges au tribunal de commerce, qui sont tous des chefs d'entreprise. Et donc, au niveau du greffe, nous enregistrons un certain nombre d'événements qui permettent de dire que nous sommes en fait, en quelque sorte, la caisse de résonance de l'activité locale. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit les événements, il va falloir que je les décrive, bien entendu. Exactement. Et donc, bien sûr, au premier des événements, il y a le registre du commerce et des sociétés, puisque on sait que les sociétés, les commerçants sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Donc maintenant, c'est un petit peu plus compliqué avec le guichet unique, mais enfin qui dépend pas de nous, qui est maintenant le tronc commun. Alors, si donc ça c'est le premier des événements. Le deuxième et ensuite le greffier va procéder à une vérification de tous ces mouvements, immatriculation d'une société, changement de gérant, transfert de siège social, etc., les activités également réglementées. Et une fois que le dossier est valable, et bien à ce moment-là, on décide de l'enregistrer et après, bien, ça donne ce qu'on appelle l'extrait cabis, qui est la photo de l'entreprise à l'instant T. Voilà. Le fameux sésame. Donc, en résumé, Frédéric, si demain je suis un start-upper, j'ai une super idée, j'ai envie de monter une entreprise, j'ai envie de créer une SAS, mes documents nécessaires à la création de mon activité, à mon immatriculation pour que je puisse ensuite avancer dans mes différentes démarches, prêts bancaires, investissements, eh bien, à un moment donné, si je suis sur Chambéry, eh ben, je vais passer par toi. Voilà, et tes équipes. Voilà. Donc, du coup, auparavant, on passait directement par le biais du tribunal du greffe du tribunal de commerce de Chambéry ou de la chambre de commerce. Maintenant, on est obligé de passer par le guichet unique, donc, qui va, me faire passer, donc, le mouvement. Moi, je vais le regarder en tant que valideur. Éventuellement, je vais faire une réclamation s'il manque des pièces, enfin, s'il y a un problème. Et tout ça se fera relativement rapidement. Même, je peux enlever le terme relativement. Après, c'est toujours pareil, il y a un émetteur et il y a un récepteur. Voilà. D'un point de vue du chef d'entreprise, c'est jamais assez rapide, mais par contre, d'un point de vue de celui qui exécute, mais en principe, en l'espace, nous les dossiers, on les reçoit, tout est traité le jour même, donc on est dans des délais de l'ordre de 24 heures. D'accord, ce qui est très très raisonnable et très réactif dans le monde actuel. Et du coup, Frédéric, comment se portent les créations d'entreprises aujourd'hui dans la région? Comment tu les perçois? Parce que pour tous les auditeurs, Frédéric May, c'est greffier de père en fils, hein? Effectivement, puisqu'en fait, on a un statut un peu particulier, puisque nous sommes des professions libérales. Alors, c'est un métier qui est peu connu. On est en fait titulaire d'un office, délégataire de la puissance publique. Et bon, c'est vrai que dans les facs de droit, on n'entend pas forcément parler du métier de greffier tribunal de commerce. Alors maintenant, nous avons un concours qui a été organisé depuis déjà à peu près 5 ans. Donc, l'objectif de ce concours, eh bien, c'est peut-être de l'ouvrir à plein d'autres personnes, puisque auparavant, c'était un peu une transmission dans les 2/3 de cas de père en fils ou de père à fille, etc. Et donc maintenant, par le biais du concours, eh bien, c'est un parcours qui est assez long, qui va durer jusqu'à à peu près Bac+7 pour exercer ce métier. Réussir le concours, réussir le grand oral, et actuellement, l'an dernier, il y avait à peu près une centaine de postulants. Il y en a eu 11 qui ont eu le concours, tous des gens qui ont un master 2. Voilà. Et une fois qu'on a le concours, on a 2 possibilités. Soit on est greffier salarié,
première possibilité, de tribunal de commerce, soit nous sommes greffiers du tribunal de commerce associé, et là, il faut reprendre un office comme un notaire, un huissier, etc. Donc, pour avoir l'autorisation d'exercer à ce titre. Un entrepreneur au service des entrepreneurs. Alors, ma question, c'était justement greffier de père en fils, dans le sens où, quelque part, toi, tu as toujours baigné dans cet environnement-là de la création d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce. Comment toi, tu situes aujourd'hui un petit peu les créations d'entreprises dans la région par rapport à ce que tu as pu vivre? Comment c'est quoi un petit peu la grande tendance? Est-ce que on crée à tout va? Est-ce que... Alors, les tendances de ces dernières années étaient bonnes, étaient même excellentes. L'année 2023, malheureusement, on a subi une baisse. Bien sûr, on parle de la crise. Enfin, on n'est pas encore dans une crise immobilière, mais on est quand même dans le secteur de l'immobilier souffre, et on le voit tout à fait dans le nombre des immatriculations de sociétés civiles, puisqu'en Savoie, il s'en est immatriculé, par exemple, en 2023, 752 contre 984 en 2022, même 1011 en 2021. Donc, c'est quand même une baisse de l'ordre de un quart. Donc, c'est assez sensible. Concernant les commerçants, on était toujours en progression, et de même que pour les sociétés commerciales. Là, les sociétés commerciales étaient dans une baisse de l'ordre de 4 à 5%, à peu près. D'accord. Donc, il y a eu 2258 sociétés commerciales créées l'an dernier. Alors, je pense qu'il y a aussi une explication, puisque quand on est chef d'entreprise, c'est pas le formalisme qui va nous rebuter pour créer son entreprise. Ah, on est bien d'accord. En principe. On est bien d'accord, exactement. En tout cas, si c'est un critère, c'est un critère parmi tant d'autres. Voilà. C'est pas le principal. Et en fait, je reviens à ce sujet du guichet unique qui a été donc créé, qui a été mis en place l'an dernier, qui partait d'une bonne idée, mais finalement, le truc il marche pas, quoi. Enfin, il marche mal. Et donc, pour la première fois, moi, je constate une baisse du nombre de formalités au RCS, puisqu'on a eu à peu près 18 000 mouvements l'an dernier. Donc, on a une baisse de l'ordre de 6%, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, pour une première fois, je peux arriver à dire qu'un système peut avoir une incidence sur les formalités parce que ce système était compliqué. Donc, peut avoir une incidence sur la baisse des formalités d'une façon globale, parce qu'il y a des gens, certainement, qui, de guerre lasse, arrêtent. Oui, donc ce que tu veux nous dire, c'est qu'effectivement, il y a les conditions économiques qui expliquent certainement une baisse du nombre de créations d'entreprises. On va y revenir. Mais d'un autre côté, tu as le sentiment que ceux qui auraient eu envie de le faire, mais qui hésitaient un peu, de par le guichet unique, finalement, n'y sont peut-être pas allés. Alors, on peut espérer que les choses, effectivement, s'améliorent, mais moi, je reprenais... j'ai un ami qui me disait il n'y a pas très longtemps, qui voulait immatriculer simplement un loueur non professionnel, donc c'est pas quelque chose qui relève d'une activité commerciale, mais auparavant, c'était quelque chose que Infogreffe faisait, puisqu'on avait mis à disposition un site qui permettait de s'inscrire en l'espace d'un quart d'heure. Il me dit, j'en suis mis à deux avec mon épouse, et on a passé une demi-journée, on n'y est pas arrivé. D'accord, bon, effectivement. Alors, juste pour que, du coup, nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien cette histoire de guichet unique, parce que tout le monde n'est pas au courant, qu'est-ce que c'était avant le guichet unique, et qu'est-ce que le guichet unique, qu'est-ce que tu appelles guichet unique, en fait, pour que tout le monde comprenne bien, parce que ça, je pense pas que c'est une distinction que nos auditrices et auditeurs ont. Tu fais bien de poser la question. En fait, auparavant, le chef d'entreprise allait soit au centre de formalité des entreprises, soit éventuellement il pouvait déposer directement son dossier au greffe. Alors, dossier déposé directement au greffe, en fait, ça passait par la plateforme Infogreffe, et on recevait le dossier via cette plateforme. Et donc, on avait à peu près, on va dire, 30% des créateurs qui décidaient de passer par le CFE. Donc, il y avait le CFE Chambre des métiers, le CFE Chambre de commerce, et puis 70%... CFE pour Centre de formation... Centre de formalité des entreprises. Centre de formalité des entreprises, et puis 70% qui décidaient de saisir directement le greffe, voilà, par le biais d'Infogreffe. Ça, c'était jusqu'en 2000, on va dire jusqu'en fin 2022 à peu près. Et par ce biais-là, on avait une dématérialisation qui était assez satisfaisante, puisque environ 60% des formalités étaient dématérialisées. Bon, et depuis le 1er janvier 2023, il y a eu l'obligation de passer par le guichet unique. Donc, dès qu'on veut immatriculer son entreprise, dès que on veut modifier son entreprise, voire la faire disparaître, ou alors déposer ses comptes annuels,
Et comme au 1er janvier, eh bien, le truc n'a pas fonctionné, eh bien, il y a eu des possibilités de secours qui ont été mis en place et qui permet maintenant aux déclarants, via Infogreffe qui était en quelque sorte réactivé, de pouvoir déposer sa formalité de façon à ce que ça marche et que nous, on reçoive le mouvement. D'accord, donc encore une fois, pour bien comprendre, l'idée c'était de se dire, avant, moi quand je voulais créer ma boîte ou la déposer et la rendre effective, je pouvais aller sur la plateforme d'Infogreffe, c'était Infogreffe, ou alors aller dans mon centre de formalité d'entreprise du coin. Et désormais, avec le guichet unique, c'est-à-dire une autre plateforme, un autre endroit spécifique qui ne dépendait pas d'Infogreffe. Une plateforme qui est totalement dématérialisée, où on est obligé de le faire par la voie de dématérialisation. Alors, il y a toujours, pas pour les immatriculations, mais les modifications radiation, il y a toujours la possibilité de déposer son dossier directement au greffe. Mais ça, c'est une possibilité qui va bientôt s'arrêter. On sera obligé de passer par une dématérialisation, comme ça existe avec les cartes grises ou avec les permis de conduire. Et voilà. Et ce qui est peut-être ce qui est dans le vent, mais qui, pour des personnes qui sont pas familiarisées avec l'informatique, avec le numérique, n'est pas la panacée. Non, clairement. Alors, dans cette émission, chaque fois qu'on fait intervenir des intervenants, il y a une vocation, il y a une idée derrière. Là, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on choisit d'investir dans quelque chose, et notamment dans une entreprise, qu'elle soit cotée ou non cotée, on s'interroge toujours, et c'est ce que j'ai dit à mon audience la dernière fois, c'est quelle est la part du chiffre d'affaires qui est réalisée hors de la France, hors d'une région. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu vas nous dire, ou en tout cas dans la question que je vais te poser après, c'est qu'en fait, on se rend compte quand même quelque part que la santé économique de notre pays, notamment pour les petites et moyennes entreprises, elle est un petit peu aujourd'hui secouée. Alors, greffier du tribunal de commerce, c'est aussi intervenir sur les créations d'entreprises, et donc également sur les défaillances, les difficultés, puisque tu es aussi au contact des entrepreneurs. Et comment toi, tu vois, encore une fois, avec ton recul et ton expérience, combien de dizaines d'années que tu fais ce métier, Frédéric ? Depuis 35 ans. 35 ans. Ouais, Frédéric a à peu près le même nombre d'années d'expérience que mon âge. Blague à part, comment toi tu sens un petit peu la santé économique et comment ça se formalise pour ces entreprises, TPE, PME ou commerce comme tu le parlais? En principe, j'essaye toujours de pointer des éléments positifs, mais c'est vrai que l'année 2023 n'a pas été très bonne, notamment en termes de défaillances, puisque on arrive à peu près 510 défaillances sur l'ensemble du département. Donc il y a une augmentation de l'ordre de 40%, enfin qui doit être relativisée parce qu'après les années Covid, en fait finalement les années où il y a eu des aides, les années administrées et puis subventionnées sont bel et bien terminées. Et oui, donc il y a une sorte de rattrapage sur ces 40%. Il y a une sorte de rattrapage qui effectivement qui s'effectue. Bon, mais on le voit également en nombre de salariés qui ont été affectés par les procédures collectives, puisqu'on en a à peu près 1368 contre 736, donc sur l'ensemble du département. Donc 736, c'était en 2022 et 1368, voilà. C'est en 2023. Et en même temps, c'est... Donc x2. C'est x2. Et en même temps, c'est plus difficile. Donc on voit une augmentation des défaillances d'entreprises. Et en même temps, c'est plus difficile aux juges du tribunal de commerce qui sont là pour trouver des solutions, pour trouver justement ces solutions en partenariat avec le chef d'entreprise. Donc ça veut dire que demain j'ai une difficulté, je commence à avoir des impayés, j'ai du mal à faire face à mes traites et à mes factures. Je vais me retrouver dans une situation où je peux demander de l'aide au tribunal du commerce. Tout à fait. Et là, il y a il y a un théorème qui veut que dès qu'on commence à avoir des difficultés, tout entrepreneur a des difficultés. Bien sûr. Dès qu'on commence à sentir des difficultés financières qui sont un peu plus poignantes, eh bien, c'est effectivement d'avoir le réflexe de rencontrer un juge. Alors, il y a des juges de la prévention. Qui peuvent être contactés là tous les mercredis après-midi. D'accord. Et donc, on peut rencontrer un juge qui va pas être là pour conseiller le chef d'entreprise, mais qui sera là pour l'orienter et pour lui dire les moyens qui s'offrent à lui. Et notamment, on a des procédures qui ont été mises en place qui sont assez efficaces. C'est toutes les procédures de prévention, de conciliation, qui obtiennent des résultats qui sont très sensibles. En fait, le leitmotiv, c'est de dire plus les difficultés sont prises à temps,
plus la réponse sera efficace. Si on attend trop, on peut faire un parallèle avec l'hôpital ou la clinique. Si on attend trop, si on est quasiment au stade de la mort cérébrale, on peut plus rien faire. Ou si le cancer est trop avancé, on peut plus rien faire. Donc du coup, c'est là où c'est important. Et je dirais que les juges sont des chefs d'entreprise eux-mêmes, parce qu'ils sont élus par leurs pairs. Donc ça, c'est important à souligner. Et donc ils ont eux-mêmes connu dans leur parcours des difficultés. Et donc, ils sont bien à même de les comprendre et puis surtout d'orienter le chef d'entreprise qui a besoin de réponses, pas de conseils, mais de réponses sur ces procédures qui sont efficaces, mais qui sont quand même relativement complexes. Donc en résumé, là, on a un ralentissement de la création d'entreprises, on a une augmentation aujourd'hui des défaillances que tu souhaites aujourd'hui pondérer parce qu'il y a un effet rattrapage qui est lié au fait que probablement pendant le Covid, on a soutenu et on a tenu à bout de bras par les PGE, c'est-à-dire plan garanti par l'État, des entreprises qui auraient peut-être été secouées avant. Et ce que tu veux nous dire derrière ça, c'est que finalement, au-delà du contexte économique, au-delà de la réalité économique, il y a peut-être des sociétés qu'on pourrait sauver et qu'on pourrait éviter de rentrer dans des situations difficiles si elles utilisaient aussi tous les moyens à leur disposition et dont notamment les juges dont tu parles. Et on va revenir après la pause sur comment finalement ces juges peuvent aider, quels sont les dispositifs et les procédures qui peuvent être mises en place pour accompagner ces dirigeants qui à un moment donné effectivement ont une difficulté. Parce que, comme le dirait très justement notre ancien président de la République, Jacques Chirac, ce qu'il y a de bien avec les emmerdes, c'est qu'elles volent toujours en escadrille. Il vaut mieux tout de suite couper court à toute chose. Écoutez, on vous propose une petite pause et on revient avec Frédéric May, greffier du tribunal de commerce associé à Chambéry, qui nous parlera de comment un chef d'entreprise en difficulté peut-il aider, peut-il être aidé et peut-il prendre des dispositions qui vont lui permettre de surmonter cette phase difficile. Allez, à tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. La gare d'Aix-les-Bains, c'est le centre du monde. Comme dirait un ancien écrivain que l'on connaissait qui parlait de la gare de Perpignan. Ah, qu'est-ce qu'on aime notre région et qu'est-ce qu'on aime ceux qui la composent et notamment ceux qui en font l'économie, c'est-à-dire nos clients, nos auditeurs et auditrices, chefs d'entreprise. Alors on revient avec Frédéric May, greffier du tribunal de commerce de Chambéry, qu'on a un immense plaisir d'accueillir parmi nous et qui en plus a eu la bonne idée de rester à la pause. Souvenons-nous, mesdames et messieurs les auditrices, les derniers intervenants qui étaient partis à la pause, fuyant la deuxième partie de cette émission connue pour être terrible. Je m'attends à tout. Blague à part. Revenons sur notre sujet. Nous avons notre chef d'entreprise qui commence à avoir des difficultés, c'est-à-dire qu'il a du mal à payer ses fournisseurs. Il a du mal à boucler ses fins de mois une fois qu'il a payé ses salariés. Et donc, il a écouté cette émission parce que cette émission se veut utile. Elle veut contribuer au territoire. Et donc, il se dirige vers le greffe du tribunal de commerce de Chambéry et il va échanger avec un juge qui est un de ses pairs. Voilà. Frédéric, notre personnage, chef d'entreprise, à quoi peut-il s'attendre dans cet entretien avec le juge? Qu'est-ce qu'il va se dire? Alors, je ferai simplement un préalable, Fabien, c'est que le client, enfin le chef d'entreprise, qui justement a également les avocats et les notaires, plutôt avocats et experts comptables pour justement l'épauler dans ses difficultés. Hein. C'est pour ça que je faisais appel à la notion de clientèle par rapport aux Tout à fait. N'oublions pas nos amis du droit et du chiffre. Voilà. N'oublions pas nos amis du droit et du chiffre. Voilà. Exactement. Bon, mais si c'est un petit entrepreneur, souvent les comptes, la comptabilité n'est pas forcément très à jour. Et là, il est peut-être plus éloigné de son expert comptable. Voilà. Donc, du coup, il y a la possibilité de rencontrer un juge de la prévention. Bien, ça a lieu tous les mercredis après-midi. Donc, l'entretien est totalement confidentiel. Ça, c'est important, hein, puisque ça veut dire que ce qui va se dire ne fera pas le tour et ça restera entre deux personnes. Il n'y aura pas de notes consignées, etc. Et là, le chef d'entreprise rencontre un autre chef d'entreprise qui est juge au tribunal de commerce et il va lui exposer ses difficultés
Et à partir de ce moment-là, le juge lui dira les possibilités qui s'offrent à lui. Alors ça va être simple, ça va être soit des procédures amiables, de type mandat ad hoc, conciliation, qui sont des procédures secrètes et qui permettent d'avoir une réponse assez rapide, mais la condition c'est de pas trop attendre. C'est-à-dire qu'il faut que la cessation des paiements ne soit pas là, ou que la cessation des paiements soit légèrement dépassée et qu'elle soit pas plus loin que 45 jours, où là, la conciliation est encore possible. Et puis après, il y a des procédures plus lourdes, qui vont être les procédures collectives, c'est-à-dire sauvegarde, redressement, et malheureusement, liquidation judiciaire s'il n'y a aucune solution qui peut être donnée. Voilà. Et là, dans le cadre de ces procédures, eh bien, le chef d'entreprise peut avoir un remboursement de ses dettes dans un délai de 10 ans maximum s'il bâtit un plan de redressement ou un plan de sauvegarde. Alors, dis-nous-en un peu plus sur ce mandat ad hoc. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise. Comme je te disais, je sens que ça va pas bien. J'ai perdu un gros marché. Comme mon client principal est un client avec beaucoup d'élégance, il va pas ne plus faire affaire avec moi d'un seul coup, mais je sais que dans les 3 ans qui viennent, mon chiffre d'affaires va vraiment, vraiment baisser. Qu'est-ce que le mandat ad hoc va me permettre de faire et quel impact pour moi, chef d'entreprise? Alors, le mandat ad hoc peut répondre à des difficultés financières, mais il peut également répondre à d'autres problèmes tels que le conflit entre associés ou alors des problèmes avec des salariés, etc. Donc, c'est en fait l'intervention d'un tiers qui va avoir un œil extérieur à l'entreprise, qui va bien sûr épauler le dirigeant et qui va essayer de trouver une solution. Mais qui est ce tiers, du coup, Frédéric? Alors, ce tiers, ça sera en principe l'un des administrateurs judiciaires qui sont désignés. Donc, il y a actuellement 3 études sur Chambéry. D'accord. Et qui peuvent être... Et on les salue, on les salue. Hein. On a parlé des avocats, des notaires, des experts comptables. Saluons les administrateurs judiciaires. Et qui peuvent justement effectuer cette mission de mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc aussi, on s'en sert dans le cadre de la conciliation, où là, la mesure de conciliation, il faut que l'état de cessation des paiements ne dépasse pas 45 jours. Il y a un délai contraint de 5 mois. Souvent, on se sert du mandat ad hoc comme de l'antichambre de la conciliation, parce que dans le mandat ad hoc, il n'y a pas de délai. D'accord. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est que en fait, ces procédures de mandat ad hoc et de conciliation, elles sont surtout utilisées par des entreprises moyennes de plus de 20, 50 salariés, 100 salariés. Pourquoi ? Parce que elles ont toujours leur expert comptable et avocat à côté qui va les inciter, qui va leur dire voilà, la solution, ça peut être ça. Voilà. Mais ça suppose que le chef d'entreprise ait eu un dialogue de vérité avec son expert comptable et avocat, donc assez en amont, pour que et puis on puisse mettre ensuite ces procédures. Alors ces procédures, ce que je voudrais préciser, ça peut pas être mis en place juste après le rendez-vous de prévention. Le rendez-vous de prévention, c'est pour prendre de l'information. Voilà. D'accord. Et une fois donc avec le juge. Voilà, avec le juge. Une fois que la personne a pris ces informations, il ressort libre du tribunal. Ça pose sans les menottes. Difficulté. Sans les menottes. Voilà, c'est ce que disait le président lors de l'audience solennelle. Donc il ressort très bon libre. moment d'ailleurs cette audience solennelle. Voilà, et c'est ensuite après il est libre de faire ce qu'il souhaite. Et il a les différentes mesures qui s'offrent à lui. Alors moi spontanément comme ça, je suis chef d'entreprise, je me dis donc j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va avoir un regard sur un conflit que j'ai qui est décisif, sur lequel moi dans mon entourage j'ai pas la possibilité pour X ou Y raison, confidentialité, compétence, d'avoir la réponse. La question que je vais me poser, c'est combien ça va me coûter. Alors parmi les autres questions que je pourrais avoir. Le rendez-vous prévention, rien. D'accord. Oui, puisque les juges du tribunal de commerce... Donc je sors sans menottes et avec les poches pleines. Les juges du tribunal de commerce sont bénévoles et le greffier assure une mission de service public. Donc du coup, alors moi je ne suis pas dans le cadre du rendez-vous de prévention. J'ai pas le droit d'y être de par les textes parce que justement à cause de cette confidentialité, en raison de cette confidentialité, je devrais dire. Et ensuite, ça sera le coût d'intervention de l'administrateur judiciaire. D'accord. Qui va être variable et qui, de toute façon, sera négocié. Il sera négocié entre l'administrateur et le chef d'entreprise. D'accord, donc de toute façon, c'est pas quelque chose auquel il peut avoir de manière inattendue. On ne peut pas désigner un administrateur avec la surprise de la note à la fin. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au préalable, avant sa désignation,
un accord entre l'administrateur qui va être désigné pour exercer la fonction de mandataire ad hoc et de conciliateur et le dirigeant. Et cet accord doit être annexé à l'ordonnance. D'accord. Donc, pour tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, et on sent dans tes propos que aussi le message que tu veux faire passer quelque part, Frédéric, c'est que autant nos ETI, nos PME de la région de qualité, elles sont très au fait de toutes ces procédures. Autant quelque part peut-être un peu moins les TPE et certains commerçants. Tu veux aussi rappeler à travers cette émission et à travers cet échange que pour ces personnes-là, n'hésitez pas finalement à solliciter un rendez-vous de prévention parce qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Au pire, vous avez perdu un peu de temps, mais on perd jamais vraiment son temps quand on échange avec un confrère ou une consoeur, puisque tu as des juges femmes. Ou au mieux, ça peut peut-être vous permettre de débloquer des situations parce que vous n'avez pas le réseau, le carnet d'adresses, ni même peut-être l'angle sur la question. Alors, autre question qui est importante, si tu le veux bien, Frédéric. Aujourd'hui, et ça rejoint un peu la thématique de l'investissement, on sent que le contexte économique est un petit peu compliqué. Alors, peut-être un peu moins dans notre région qui est riche, mais en tout cas, on sent qu'il est un peu compliqué. Et comment ça se manifeste ? On sent des tensions sur la trésorerie. Tu as tout à fait raison de le souligner. On sent ces tensions. Alors, comment ça se manifeste ? Ça se manifeste par le nombre d'injonctions de payer qui a fortement progressé, puisqu'on est à peu près à 1400 procédures d'injonction de payer. Qu'est-ce que c'est une procédure d'injonction de payer ? Je sentais que la question allait poindre. C'est très simple. Le chef d'entreprise qui a un impayé, qui n'arrive pas à le recouvrer, bien sûr, la meilleure façon, c'est déjà l'amiable, donc d'essayer d'appeler la personne, d'envoyer éventuellement une mise en demeure, d'essayer de s'efforcer. Et si on n'y arrive pas, il y a la procédure d'injonction de payer. Alors, c'est tout simple. Remise d'une requête, ça peut se faire par le tribunal digital, et là, on a accès à la juridiction en l'espace de une demi-heure, le temps que ça nous parvienne. La requête arrive, on joint sa facture, et à partir de ce moment-là, le président va rendre une ordonnance. Donc l'ordonnance peut être obtenue dans un délai de l'ordre de 24 heures. D'accord. L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire, elle est dénoncée au débiteur par l'intermédiaire d'un huissier, et là, le débiteur, il fera opposition s'il n'est pas d'accord, ou il ne fera pas opposition. On a des oppositions à peu près dans 7% des cas. Donc, c'est une procédure, on dit que la justice est lente, mais là, on a une procédure qui est extrêmement rapide et, en plus de ça, efficace. Voilà. Alors, pour saisir le tribunal de commerce, il faut que le débiteur soit un commerçant ou un artisan, et si c'est le tribunal de commerce de Chambéry, il faut qu'il ait son siège social en Savoie. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser. Alors, le coût d'une ordonnance d'injonction de payer n'est pas en soi très important, puisqu'il est de 33,87 € TTC. Voilà. Soyons précis. Toute taxe comprise. Taxe carbone comprise. Avec TVA récupérable. Et surtout, alors, le créancier va être obligé d'avancer ses frais. Également les frais d'huissier qui sont aux environs de 60 €. Mais ensuite, il les recouvrera lorsqu'il va récupérer les sommes auprès du débiteur. Voilà. Donc voilà une procédure qui est assez efficace, qui peut aussi, on a aussi un deuxième moyen qui va être par le site d'Infogreffe. Alors juste avant qu'on développe ce point-là, moi j'ai juste un point important parce que quand tu dis effectivement les tensions de trésorerie, on le comprend en filigrane et je partage ton constat, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que tout le monde tire sur les délais de paiement et au final il y en a un qui le subit ça. C'est-à-dire que moi on me doit de l'argent et donc forcément celui qui me doit de l'argent il va mettre 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours voire plus pour payer, aller au-delà des règles légales. Par contre quand tu nous dis cette injonction de payer peut s'appliquer uniquement si le mec en face, si on parle de manière assez crue et familière, aussi appelé le débiteur, est un artisan ou un commerçant. Ça veut dire que ça marche pas dans quel cas? Alors, du coup ça marche également. On a un temps qui est en fait assez limité, donc c'est pas évident de tout expliquer. Bien sûr, excusez-moi. Donc en fait, il y a deux. Bien sûr, si le débiteur est un particulier, là, ça sera le tribunal judiciaire. D'accord. Qui sera compétent. Mais par contre, imaginons que parce que le toujours avec le même type de procédure. Par contre, je garantis pas que ce soit fait en l'espace de 24 heures, mais par contre, la même procédure est utilisable. Pour rester dans le timing et simplement quand même pour bien expliquer à nos auditeurs et auditrices, chefs d'entreprise ou chefs avec un E d'entreprise, ce que je voulais juste comprendre et bien saisir, c'est
si le débiteur est un artisan ou un commerçant, ça veut dire qu'on n'exclut pas le fait que ça soit un autre groupe ou une autre personne morale à l'IS qui pourrait avoir une activité agricole, puisque du coup... Alors, quand on parle de artisan commerçant, ça peut être soit quelqu'un qui est en entrepreneur individuel, ce genre d'activité, ou ça va être une société commerciale de type SAS, SARL, SA, etc. D'accord. Les agriculteurs, c'est ce qu'on considérait comme une activité, c'est une activité agricole, ça se rapproche des activités civiles, donc là, ça sera la compétence du tribunal judiciaire. Si le débiteur est un agriculteur. Et si c'est une fonction libérale? Tribunal judiciaire. D'accord. C'est pour ça que c'est commercial, libéral, agricole, industriel et industriel, du coup, Industriel, ça sera assimilé aux activités commerciales. D'accord, parfait. Donc en fait, mis à part l'agricole et le particulier, on sera... Et la profession libérale. Et la profession libérale, tout à fait. Merci de m'avoir repris. Et du coup, on sera vraiment dans ce cadre du greffier du tribunal de commerce. Donc si moi je suis un fabricant de machines-outils industriels pour faire de la mécanique de précision, si mon fournisseur ne m'a pas encore payé, enfin si moi je n'ai pas payé, mon client ne m'a pas encore payé et que mon client est un grand groupe automobile, eh bien je peux utiliser cette injonction de payer. Procédure extrêmement rapide. Ok, très bien. 1256 procédures l'an dernier à peu près. Donc il y a une augmentation de 26%, ce qui est énorme, parce que d'habitude il y a une augmentation de 3 ou 4%, mais là c'était de l'ordre de 26%, ce qui montre bien les tensions de trésorerie au sein des entreprises. Oui, bien sûr. De la même façon, je reviens sur les procédures de conciliation dont je parlais tout à l'heure, où là, une augmentation de 100%, là encore, c'est signe des problèmes de trésorerie au sein des entreprises, et on le voit bien, c'est que la remontée des taux a entraîné une sorte d'assèchement des liquidités, et on le voit actuellement dans l'économie, puisque là, ce qui est propre à la Savoie est propre également à la Haute-Savoie, au département de l'Ain et au département du Rhône, puisqu'ils sont à peu près dans les mêmes proportions. Juste pour une précision, Fabien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a la procédure d'injonction de payer, mais également il y a un deuxième service qui peut être mis en place par le biais d'Infogreffe, c'est tout simplement de télécharger sa facture. Et là, Infogreffe a des partenariats avec une étude d'huissier qui peut intervenir au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude d'huissier va essayer de tenter un recouvrement à l'amiable, auquel cas elle se fera rémunérer sur ce recouvrement de l'ordre de 15%, mais ça a produit des résultats assez efficaces. Et si jamais, il ne parvient pas à ce recouvrement, il y aura une deuxième possibilité, c'est de passer par l'IP. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que l'IP, l'injonction de payer, pardon. Pourquoi je dis ça? C'est parce que récemment, on avait les jeunes femmes d'entreprise qu'on accueillait au tribunal de commerce pour leur parler de tout ça. Et une jeune femme d'entreprise m'a dit, tiens, ce que tu as indiqué, je l'ai essayé avec deux, trois débiteurs. Je l'ai même dit à une amie qui a utilisé la même procédure. Cette fois-ci, la procédure par le biais d'Infogreffe, qui ne remplace pas la procédure d'injonction de payer, mais qui est également une autre possibilité. Et elle m'a dit, dans les 5 cas, j'ai eu un recouvrement qui a pu être effectué, alors qu'auparavant je n'y arrivais pas. Alors c'est pas non plus la boîte magique, hein. Mais c'est un outil supplémentaire. Il n'y a pas une garantie de résultat, mais par contre c'est un outil qui est intéressant. Oui, donc ça, c'est un point qui est assez intéressant parce que ça veut dire que quelque part, même s'il faut privilégier l'amiable, la discussion, c'est toujours mieux quand ces clients vous payent directement. Finalement, entre l'injonction de payer ou ce petit passage sur le site Infogreffe en faisant appel aux huissiers, qui ressemble d'ailleurs assez... c'est une manière en fait non privée, parce qu'on passe quelque part par Infogreffe, de faire un peu d'affacturage finalement, d'une certaine manière. Un peu. Ouais, d'une certaine manière. Par contre, il y a un chiffre qui m'a quand même qui m'a marqué, moi, qui m'a frappé, qui m'a percuté. C'est que tu disais que dans les injonctions de payer, Frédéric, il y a seulement 6% des débiteurs qui vont contester ou faire un... Oui. C'est assez impressionnant. C'est très peu. C'est-à-dire que finalement, mis face à la réalité de ne pas avoir honoré sa dette, eh bien, le débiteur se dit, je vais payer. Ou... En fait, souvent, c'est bien symptomatique de problèmes de trésorerie de la part du débiteur. Et comme le créancier est dans une non-réponse, là encore, on parlait d'anticipation. Le débiteur, il doit anticiper, venir le plus tôt possible au tribunal, sinon après c'est trop tard. De la même façon, quand on a un impayé, il faut pas le laisser perdurer. Parce que si on le laisse perdurer, l'entreprise qui est en face risque de déposer le bilan. Si on dépose le bilan, on sait que dans le cadre des procédures collectives, le taux de recouvrement est d'à peine 3% pour un créancier fournisseur. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que il y a une nécessité de bien suivre
sa trésorerie, de bien suivre ses paiements, son BFR, etc., et d'intervenir en temps opportun. Et en tout cas, on a les outils, et parmi ces outils-là, le greffe, le tribunal de commerce, est une véritable boîte à outils qu'il faut utiliser. Merci Frédéric pour ce... Oui, alors je ne voudrais pas couper le talent. Non, je ne voudrais pas couper le talent ni l'information. Je ne prétendrai pas avoir du talent, parce que c'est pas un exercice que je fais très souvent. Mais je te remercie de ton écoute. Je voudrais peut-être terminer sur une dernière chose qui peut servir aux chefs d'entreprise de la région aixoise et également de la Savoie, c'est qu'il y a un autre service qu'on peut mettre en place, qu'on a mis en place, c'est le service sur les aides d'entreprise, parce qu'on est dans un maquis en droit français. Il y a pratiquement 5000 aides entre les aides locales, nationales, européennes. Et là, il y a un outil sur InfoGreffe qui est également assez utile, c'est que les entreprises, en mettant son secteur d'activité, sa localisation, va pouvoir obtenir la liste des aides qu'elle peut prétendre. Voilà. Et donc ça, c'est un outil qui est assez unique, puisqu'il n'y a pas d'équivalent actuellement, ou alors il y a des équivalents, mais qui recensent pas autant d'aides que ce que le site InfoGreffe. Le greffe du tribunal de commerce, une véritable boîte à outils qui nous permet donc à la fois de faire face à des difficultés, d'avoir des solutions lorsqu'il y a des difficultés, qu'elles soient des difficultés passagères, temporaires, de trésorerie. Et puis on l'aura compris, dans un contexte économique pas facile, utilisez tous les moyens à votre disposition, et notamment les mécanismes que nous a présentés Frédéric May, greffier du tribunal de commerce de Chambéry, que l'on remercie pour le temps qu'il nous a consacré au service de son territoire, puisque, rappelez-vous, cette émission a une vocation, contribuer à créer de la valeur pour nos auditrices et auditeurs, chefs d'entreprise et leurs sociétés dans la région. On vous dit à très vite dans 15 jours, où on reverra une figure que l'on avait vue l'été dernier et qui nous parlera cette fois-ci de l'importance du mental pour un chef d'entreprise. Un corps bien fait dans une tête bien faite. À bientôt, et on vous dit à très vite sur Radio Grand Lac, la radio du territoire. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.